Les assiettes en porcelaine semblaient fraîches contre le bout de mes doigts, tandis que je les disposais avec soin autour de la grande table en acajou de mes parents. Depuis l'embrasure de la cuisine, j'entendais la voix de maman prendre ce ton si particulier, celui qu'elle réservait pour justifier les déceptions. « Oui, Rebecca est là », dit maman dans son téléphone, sa voix baissant à ce qu'elle croyait probablement être un murmure, mais qui portait parfaitement jusqu'à la salle à manger. Elle est en transition professionnelle dans ce moment. Tu sais comment est le marché du travail, ces temps-ci. J'ai posé la dernière assiette et me suis dirigé vers le tiroir à couverts, laissant le rythme familier des préparatifs calmer la boule que j'avais dans la poitrine. La réunion annuelle de la famille Chin. Il y a 3 ans, je la redoutais. Il y a 2 ans, j'avais failli ne pas y aller. Cette année, j'avais accepté l'inévitable avec quelque chose qui ressemblait à de la sérénité. En transition professionnelle ? C'était la voix de tante Linda, pleine de curiosité. Encore ? N'était-elle pas déjà en transition professionnelle l'année dernière ? C'est compliqué, dit maman, son malaise palpable même depuis la pièce voisine. L'économie, tu sais. Elle est très exigeante sur ce qu'elle veut faire. J'ai plié les serviettes en triangle parfait, la mémoire musculaire de 1000 dîners de famille prenant le dessus. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. La vérité était si loin de leur entendement que toute explication semblait vaine. Ma sœur, Jessica, a fait une entrée fracassante, dans un nuage de parfums chers et de confiance de marque. Ses talons claquaient sur le parquet, avec le rythme assuré de quelqu'un qui n'a jamais douté de sa place dans le monde. « Est-ce qu'elle aide vraiment ?» demanda Jessica, sans prendre la peine de baisser la voix, ou elle fait juste semblant d'être utile. « Jessica, s'il te plaît, dit maman, mais il n'y avait pas de véritable reproche dans sa voix. Je suis sorti de la salle à manger avec une pile de plats de service. Jessica m'a toisé de la tête aux pieds, observant mon simple jean et mon pull sans marque avec un dédain à peine dissimulé. Toujours habillée comme si tu faisais tes courses dans des friperies, à ce que je vois, dit-elle en examinant ses ongles manucurés. Certaines choses ne changent jamais. Certaines choses n'ont pas besoin de changer, ai-je répondu d'un ton égal, en la dépassant pour aller vers la cuisine. Voilà bien la mentalité de l'éternelle sous-performante, a lancé Jessica dans mon dos. Accepter la médiocrité et appeler ça de l'authenticité. Papa est sorti de son bureau, déjà en mode réunion, jovial, expansif, prêt à montrer sa famille prospère aux parents réunis. Son sourire s'est légèrement effacé en me voyant. Rebecca, c'est bien que tu sois là en avance. Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Écoute, quand les gens te demanderont ce que tu fais ces temps-ci, dis simplement que tu fais du consulting. Ça sonne mieux que rien. Je ne fais pas rien, papa. Bien sûr, bien sûr. Tes petits projets, a-t-il dit en agitant la main avec dédain, mais pour les gens qui ne comprennent pas, ça pourrait sonner comme du chômage. Nous ne voulons pas qu'ils s'inquiètent. S'inquiéter de quoi? De toi, dit-il doucement, comme on parlerait à quelqu'un qui ne saisit pas des concepts simples. De savoir si tu vas bien, si nous avons échoué en tant que parents, d'une manière ou d'une autre. Jessica a ri depuis le salon. Trop tard pour se poser la question. La sonnette a retenti, signalant l'arrivée des premiers parents. En 30 minutes, la maison s'est remplie du clan Chin, tante, oncle, cousin, et le réseau étendu d'amis de la famille qui me connaissaient depuis l'enfance. Chaque arrivée suivait le même schéma, des salutations chaleureuses, des nouvelles, puis l'inévitable question. Alors, Rebecca, que deviens-tu ces jours-ci? Et à chaque fois, avant que je puisse répondre, quelqu'un d'autre intervenait. Elle prend du temps pour réfléchir, disait maman. Elle explore encore ses options, ajoutait papa. En transition professionnelle est devenu l'euphémisme récurrent. J'ai observé Jessica évoluer dans la pièce comme lors d'un événement de campagne, sa récente promotion au poste de directrice marketing senior dans une grande entreprise servant de pièce maîtresse à ses conversations. Elle se positionnait délibérément près de moi, créant un contraste. C'est un rôle si exigeant, disait Jessica à oncle Robert et tante Marie. Mais voir des campagnes devenir nationales, avoir ce genre d'impact, ça vaut bien les semaines de 70 heures. Elle m'a jeté un coup d'œil. Mais je suppose que tout le monde n'est pas fait pour ce genre de pression. Rebecca a toujours été plus discrète, dit oncle Robert diplomatiquement. C'est une façon de le dire, murmura Jessica, juste assez fort. Le cousin David a rejoint notre groupe, tout juste revenu de la conclusion d'une grosse affaire immobilière. Le truc avec le succès, a-t-il annoncé,
c'est qu'il faut être prêt à prendre des risques. Trop de gens jouent la sécurité et se demandent pourquoi rien ne se passe. Exactement, a approuvé Jessica. Certains ont simplement peur des vraies responsabilités. Je me suis excusé pour aller voir la nourriture, ignorant le sourire triomphant de Jessica. Dans la cuisine, j'ai trouvé tante Linda et maman en pleine conversation. As-tu pensé à lui suggérer quelque chose de concret? Disait tante Linda. Même juste un travail à temps partiel dans la vente, pour commencer. Ça lui donnerait une structure. Nous avons essayé, dit maman avec lassitude. Elle parle juste de son travail, mais rien ne semble jamais en découler. Je pense qu'elle est peut-être déprimée. Oh, ma chérie, tante Linda a touché le bras de maman avec sympathie. C'est si difficile. A-t-elle vu quelqu'un? Elle ne veut pas admettre qu'il y a un problème. Je me suis éclairci la gorge, et elles ont toutes les deux sursauté. La pitié dans leurs yeux était pire que le mépris de Jessica. Rebecca, nous discutions juste d'eux. Ma crise psychologique apparente, ai-je terminé en ouvrant le four pour vérifier le rôti. J'ai entendu. Nous nous inquiétons pour toi, dit maman, la voix tremblante. Ça fait 3 ans que tu as quitté ce travail, et tu n'es pas ce que vous attendiez, ai-je complété. Je sais. De retour dans le salon, la réunion battait son plein. Jessica avait rassemblé un public pour ce qui allait clairement être une autre performance. Le fait est, disait-elle, que dans ma position, je rencontre des gens incroyables. La semaine dernière, j'ai déjeuné avec un lauréat du classement Forbes 30 Under 30. Voilà le genre de compagnie que les gens qui réussissent fréquentent. Jessica a toujours été ambitieuse, dit fièrement tante Marie. Tout le monde n'a pas cette motivation. Certains sont des suiveurs, d'autres sont des leaders, a ajouté le cousin David. Il n'y a rien de mal à être ordinaire. Je me suis assise en périphérie du groupe, me contentant de laisser la conversation se dérouler autour de moi. Laissons-leur ça. Qu'est-ce que ça me coûtait, vraiment, d'être leur exemple à ne pas suivre? Où travaille Rebecca maintenant? C'était oncle James, qui venait d'arriver. La pièce est devenue silencieuse un instant. Le sourire de Jessica est devenu acéré. Rebecca est en quelque sorte en congé sabbatique, dit papa prudemment, elle prend du temps pour réévaluer ses objectifs. Depuis 3 ans. Oncle James avait l'air sincèrement préoccupé. Certains sont des éclosions tardives, dit Jessica doucement. Mais à 32 ans, on peut se demander quand l'éclosion commence. Des rires ont parcouru le groupe, pas tout à fait cruels, mais pas tout à fait bienveillants non plus. Au moins, elle aide pour les événements familiaux, dit maman, essayant de trouver quelque chose de positif. Elle est très douée pour mettre la table. D'autres rires, plus doux cette fois, mais pire en quelque sorte à cause de leur sympathie. Le cousin David s'est penché en arrière dans son fauteuil, se passionnant pour le sujet. Vous savez quel est le problème de Rebecca? Aucune vision. Le succès exige de voir la situation dans son ensemble, de prendre des risques stratégiques. Certains pensent trop petit. Ou ne pensent pas du tout à leur carrière, a ajouté Jessica. Certains se contentent simplement d'exister. Il n'y a rien de mal à une vie simple, a proposé tante Linda, mais cela sonnait comme une consolation pour un diagnostic en phase terminale. La conversation a changé de sujet, mais le mal était fait. J'étais officiellement l'échec de la famille, l'exemple à ne pas suivre, la preuve que le potentiel ne garantissait pas les résultats. Ils m'avaient assigné ce rôle, et rien de ce que je pourrais dire ne changerait le récit qu'ils avaient construit. Le dîner a été annoncé, et nous avons tous migré vers la salle à manger, la même pièce où j'avais disposé ces assiettes des heures plus tôt. Je me suis retrouvé assise entre tante Marie et oncle Robert, qui me traitaient tous deux avec la gentillesse précautionneuse réservée aux personnes fragiles. Alors, Rebecca, dit oncle Robert en passant les plats, que fais-tu de ton temps, ces jours-ci? Des hobbies? Des centres d'intérêt. Je travaille, en fait. Jessica a reniflé de l'autre côté de la table. Sur quoi? Tes projets imaginaires? Je fais du conseil, ai-je dit simplement. Du conseil? Jessica a étiré le mot avec moquerie. Sur quoi, exactement? Comment éviter l'emploi? Jessica, a dit papa, mais son ton manquait de conviction. Non, je suis sérieuse, a poursuivi Jessica. Si Rebecca travaille, pourquoi n'en parle-t-elle jamais? Pourquoi n'y a-t-il pas de carte de visite, pas de site web,
aucune preuve de cette mystérieuse carrière? Certains travaux ne nécessitent pas de marketing, tape à accent grave l'œil, ai-je dit doucement. Excuse pratique. Jessica s'est tournée vers la table en général. N'est-ce pas ce que disent tous les chômeurs? Qu'ils font du conseil ou qu'ils sont en transition professionnelle. C'est un code pour j'ai abandonné. Ça semble dur, a dit tante Marie, mais elle me regardait de nouveau avec cette expression de pitié. Est-ce dur de dire la vérité, a rétorqué Jessica. Écoutez, j'aime ma sœur, mais à un moment donné, nous devons cesser d'entretenir ce fantasme qu'elle a une vie secrète et réussie. Elle est au chômage. Elle l'est depuis des années. Et plus nous prétendons le contraire, plus elle reste bloquée. La table est devenue silencieuse. Tous les yeux se sont tournés vers moi, attendant une défense, une crise de nerfs, quelque chose. J'ai pris une gorgée d'eau. Puis-je avoir les pommes de terre, s'il vous plaît? Jessica a levé les mains au ciel. Vous voyez. C'est de ça que je parle. Aucune ambition, aucune combativité, rien. Papa a changé de sujet pour parler du nouveau bateau d'oncle James, et le dîner s'est poursuivi dans une normalité forcée. Mais j'avais été classé maintenant, officiellement rangé dans la catégorie préoccupation familiale, avec une mention enfant décevant. Après le dîner, alors que je débarrassais les assiettes, j'ai entendu le cousin David parler à un groupe dans le salon. L'économie est difficile, bien sûr, disait-il. Mais les gagnants trouvent un moyen. Ils réseautent, ils se démènent, ils font bouger les choses. Les gens qui échouent sont ceux qui abandonnent et se trouvent des excuses. Rebecca ne se trouve même plus d'excuses, a ajouté Jessica. Elle a simplement accepté d'être une perdante. N'utilise pas ce mot, a dit maman, mais faiblement. Quel mot devrais-je utiliser? Sous-performante? Démotivée? Avoue-le, maman. Certains enfants ne deviennent tout simplement pas ce que l'on espérait. J'ai chargé le lave-vaisselle méthodiquement, laissant les voix s'estomper en bruit de fond. Ils avaient besoin de ce récit. Jessica avait besoin d'être la fille qui réussit. Mes parents avaient besoin d'expliquer leur confusion à mon sujet. La famille élargie avait besoin d'un exemple à ne pas suivre pour leurs propres enfants. Ce dont ils n'avaient pas besoin, c'était la vérité. Tante Marie m'a trouvé dans la cuisine, le visage plissé d'inquiétude. Rebecca, ma chérie, on peut parler? Bien sûr. Je veux que tu saches que nous ne te jugeons pas. La famille reste la famille, qu'on réussisse ou non. J'apprécie. Mais je m'inquiète. Elle m'a pris la main. Tu es si isolé. Pas de carrière, pas de vie sociale à ce que l'on voit. Ce n'est pas sain. As-tu pensé à parler à quelqu'un? Il y a des thérapeutes spécialisés dans. Je vais bien, tante Marie. Vraiment. Mais non, ma chérie. Tu ne vas pas bien. Tu es seule, au chômage, et tu te caches du monde. Ses yeux se sont remplis de larmes. Nous voulons juste t'aider. Avant que je puisse répondre, tante Linda s'est précipitée dans la cuisine, le visage rouge d'excitation. Allumez la télé, a-t-elle pratiquement crié. Salon, maintenant. Tout le monde. L'urgence dans sa voix nous a tous attirés vers le salon. Oncle James avait déjà allumé la télévision, zappant jusqu'à tomber sur CNN. Le bureau de presse familier est apparu à l'écran, puis, mon visage. Pas une petite photo, mais une image en plein écran de moi, debout devant le bâtiment des Nations Unies, flanqué de dirigeants mondiaux et de responsables d'organisations humanitaires. Point un accomplissement sans précédent, disait le présentateur. À seulement 32 ans, le docteur Rebecca Chin a révolutionné l'infrastructure sanitaire mondiale dans les pays en développement, créant des systèmes durables qui ont fourni de l'eau potable et un accès aux soins médicaux à plus de 50 millions de personnes sur 3 continents. La pièce est devenue complètement silencieuse. L'écran a basculé sur des images que je reconnaissais, datant de 6 mois auparavant, l'inauguration de l'usine de traitement de l'eau en Afrique subsaharienne, qui avait mis 2 ans à être développée et mise en œuvre. Son approche innovante, a poursuivi le présentateur, combine une technologie de filtration avancée avec des programmes de maintenance gérés par la communauté, assurant une durabilité à long terme sans créer de dépendance à l'aide étrangère. Une autre image est apparue, moi, serrant la main du secrétaire général de l'ONU. Le travail du Dr Chin a été salué par l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, et de nombreuses agences de développement internationales. Sa fondation, qui fonctionne sur ce qu'elle appelle la transparence radicale,
publie toutes ses données financières et ses indicateurs de résultats, établissant une nouvelle norme de responsabilité pour les organisations à but non lucratif. Jessica a émis un petit son étranglé. Le présentateur a souri directement à la caméra. Et aujourd'hui, le magazine Time a nommé le Dr Rebecca Chin leur personnalité de l'année, citant son impact transformateur sur l'équité en santé mondiale et son modèle révolutionnaire pour un travail humanitaire efficace. L'écran s'est rempli de la couverture « Mon visage », professionnel et posé, sous la bannière « L'artisane du changement, comment une femme a révolutionné la santé mondiale ». Oncle Robert a été le premier à retrouver sa voix. C'est toi. J'ai hoché la tête calmement, tenant toujours l'assiette que j'allais emmener à la cuisine. Le Dr Chin rejoint une liste prestigieuse, disait le présentateur, incluant des leaders mondiaux, des innovateurs et des militants. Mais ce qui rend sa sélection particulièrement remarquable, c'est l'ampleur et la mesurabilité de son impact. Contrairement à de nombreux efforts humanitaires, le travail du Dr Chin a des résultats démontrables et traçables qui ont transformé des millions de vies. Le reportage est passé à un extrait d'interview, une que j'avais faite à contre-cœur, sur l'insistance du magazine. Je ne fais pas ça pour la reconnaissance, disait mon moi télévisé. Je le fais parce que l'eau potable et les soins médicaux de base ne devraient pas être des privilèges. Ce sont des droits, et nous avons la technologie et les ressources pour les fournir. Nous devons juste être prêts à résoudre réellement les problèmes, au lieu de simplement les gérer. Certains ont critiqué votre approche comme étant trop radicale, a suggéré l'intervieweur. Tant mieux, a répondu mon moi télévisé. Si tout le monde est à l'aise avec vos méthodes, c'est que vous ne résolvez probablement pas le vrai problème. De retour dans le salon, les nouvelles avaient changé de sujet, mais personne n'a bougé pour changer de chaîne. Tu es la personnalité de l'année, a murmuré maman. La personnalité de l'année du magazine Time. Ce n'est qu'un titre, ai-je dit en posant l'assiette. Justin. Papa n'a pas pu finir sa phrase. Il a sorti son téléphone avec des mains tremblantes, tapant frénétiquement. Il y a des dizaines d'articles. Le New York Times, le Washington Post, la BBC. Ils en parlent tous. Oh mon Dieu, a soufflé tante Linda. Rebecca, pourquoi n'as-tu rien dit? Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais réellement, ai-je répondu simplement. Vous avez demandé si j'avais un travail. Question différente. Le visage de Jessica était devenu pâle. Tu as. Tout ce temps. Travailler? Oui. En conseil. Comme je l'ai mentionné, je conseille des gouvernements, des ONG, et des organisations internationales sur le développement d'infrastructures durables. Le cousin David parcourait son téléphone, son expression de plus en plus stupéfaite. Tu as un doctorat du MIT? Un master en santé publique de Johns Hopkins? Tu as publié 17 articles dans des revues à comité de lecture sur l'assainissement de l'eau et la prévention des maladies? 18, ai-je corrigé doucement. Le plus récent est sorti le mois dernier. Tu as donné des conférences TED, a dit tante Marie, fixant son propre téléphone. Plusieurs conférences TED avec des millions de vues. C'était principalement pour la collecte de fonds. La fondation a besoin de visibilité pour attirer des donateurs et des partenaires. Oncle James a levé les yeux d'une tablette. Le budget annuel de ta fondation est plus important que le PIB de certains petits pays. Nous essayons d'utiliser les ressources efficacement. Maman pleurait maintenant, bien que je ne sois pas sûr si c'était de fierté, de choc ou d'embarras. Rebecca, ma chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai essayé, maman. Les détails ne vous intéressaient pas. Vous vouliez juste savoir si j'avais un vrai travail. Mais être personnalité de l'année est une reconnaissance pour un travail déjà accompli, ai-je dit. Le travail compte plus que la récompense. Jessica a finalement retrouvé sa voix. Ce soir. Je t'ai traité de. J'ai dit que tu étais au chômage, une perdante, démotivée. Oui, j'ai entendu. Son visage s'est décomposé. Rebecca, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je pensais. Tu pensais que j'étais exactement ce que je semblais être, depuis ta perspective limitée, ai-je terminé. Ce n'est pas grave. Tu n'avais pas tort de penser ce que tu pensais, étant donné l'information que tu as choisi de voir. Mais nous aurions dû demander, a dit papa, la voix creuse. Nous aurions dû écouter. Peut-être. J'ai repris l'assiette.
Mais je ne faisais pas ça pour votre approbation. Je le faisais parce que 50 millions de personnes avaient besoin d'eau potable, plus que je n'avais besoin que vous compreniez mes choix de carrière. La télévision était passée à d'autres nouvelles, mais les téléphones vibraient dans toute la pièce, alors que les parents découvraient des articles, des vidéos, des interviews des années de travail qui avaient été publiquement documentées pour quiconque s'y intéressait. Forbes t'a classé parmi les 50 plus grands philanthropes de moins de 40 ans, a lu oncle Robert à voix haute. Ils estiment l'impact de ta fondation à plus de 3 milliards d'euros en développement économique. L'effet multiplicateur des infrastructures de santé est significatif, ai-je reconnu. Tante Linda parcourait des photos sur sa tablette. Tu as rencontré des présidents, des premiers ministres. C'est toi avec le Dalai Lama. Il est venu à l'une de nos inaugurations d'installation en Inde. Un homme très gentil. Jessica s'est assise lourdement, son téléphone serré dans sa main. J'ai dit à tout le monde que tu étais un échec. J'ai fait de toi la risée de la famille, et tu es la personnalité de l'année. Ces deux choses ne sont pas liées, ai-je dit. Ce que tu pensais de moi ne change pas le travail. Ce que le magazine pense de moi ne change pas non plus le travail. Le travail existe indépendamment de l'opinion de chacun à son sujet. Mais j'ai été si cruel, a murmuré Jessica. Tu agissais sur la base d'informations incomplètes et de tes propres insécurités, ai-je répondu. Les gens font ça. Maman s'est approchée de moi timidement, comme si j'étais devenue une étrangère. Pourquoi ne nous as-tu pas corrigés? Toutes ces fois où nous t'avons présenté comme étant au chômage. Tous ces regards de pitié. Pourquoi nous as-tu laissé penser ça? Parce que vous corriger aurait nécessité des explications, et ces explications auraient demandé du temps et de l'énergie que je préférais consacrer à mon travail réel. Vos suppositions sur ma vie n'ont pas affecté ma vie. Elles n'ont affecté que votre compréhension de celle-ci. Tout ce temps, a dit papa avec étonnement, tu as été l'une des personnes les plus influentes en santé mondiale, et nous pensions que tu étais au chômage. Je n'ai jamais été au chômage. J'ai quitté le conseil en entreprise pour créer la fondation. Ça a toujours été le plan. Mais tu ne nous as jamais parlé du plan. J'ai essayé, papa. Il y a 3 ans, quand j'ai démissionné, je t'ai dit que je créais une organisation humanitaire axée sur les infrastructures. Tu as dit que je gâchais ma carrière. Maman a pleuré pendant une semaine. Jessica m'a dit que j'étais naïve et stupide. J'ai croisé leur regard calmement. Alors j'ai arrêté d'expliquer. J'ai juste fait le travail. La pièce est tombée dans un silence inconfortable, rompu seulement par le bourdonnement continu des téléphones, alors que d'autres parents découvraient la nouvelle. Le cousin David s'est éclairci la gorge. J'ai dit des choses ce soir sur le succès et la prise de risque. Et tu n'avais pas tort, les jeux interrompus. Le succès exige des risques. J'ai tout risqué, mes économies, ma réputation, mes relations avec des gens qui ne pouvaient pas comprendre mon choix. C'étaient des risques stratégiques, basés sur une évaluation minutieuse. Tu avais raison sur ce principe, même si tu me l'as mal appliqué. Je t'ai qualifié d'ordinaire, a-t-il dit doucement. Peut-être que je le suis. 50 millions de personnes ont de l'eau potable, non pas parce que je suis extraordinaire, mais parce que la solution était simple. Il fallait juste quelqu'un prêt à la mettre en œuvre, sans se laisser distraire par l'ego ou la politique. Oncle James lisait encore des articles. Ils disent que tu gagneras probablement le prix Nobel de la paix l'année prochaine. Plusieurs experts t'ont mentionné comme la favorite. Les comités de récompense prennent leurs propres décisions, ai-je dit. Je ne peux pas contrôler ça. Tu ne peux pas contrôler? Jessica a ri, avec une pointe d'hystérie. Rebecca, tu vas gagner un prix Nobel et tu agis comme si ce n'était rien. C'est important pour le comité Nobel. Pour moi, c'est une distraction du travail. J'ai fait un geste vers la pièce. Comme ceci. Toute cette soirée a tourné autour de votre perception du succès par rapport à la réalité. Mais la réalité est la même, que vous la compreniez ou non. 50 millions de personnes ont vu leur vie s'améliorer. C'est arrivé, indépendamment de ce que vous pensiez de moi. Mais nous aurions dû savoir, a insisté maman, les larmes coulant librement maintenant. Nous sommes ta famille. Nous aurions dû te soutenir. Vous avez soutenu la version de moi que vous pouviez comprendre, ai-je répondu. Je ne vous en veux pas pour ça. La compréhension demande de l'intérêt et des efforts, et les détails du travail de développement international ne vous intéressaient pas.
Vous vouliez que j'aie une carrière reconnaissable, dont vous pourriez vous vanter auprès des parents. Quand j'ai choisi différemment, vous avez cessé d'écouter. Tante Marie pleurait aussi maintenant. Je t'ai dit d'aller en thérapie. J'ai dit que tu étais déprimé et que tu te cachais du monde. Je me cache du monde, ai-je convenu. De ce monde, où le succès se mesure au titre de poste et à la présence sur les réseaux sociaux. Je préfère le monde où le succès se mesure au test de qualité de l'eau et au taux de mortalité infantile. La porte d'entrée s'est ouverte et d'autres parents sont arrivés, des retardataires qui n'étaient pas là pour le dîner. Tante Linda leur a immédiatement tendu son téléphone. Regardez. Rebecca est la personnalité de l'année. Les nouveaux arrivants ont connu leur propre version du choc et de l'incrédulité, consultant des articles et des vidéos, essayant de concilier la femme discrète en jean avec la leader humanitaire mondiale sur leurs écrans. Oncle Chin, le patriarche de la famille, est arrivé en dernier. À 83 ans, il avait vu des générations de drames familiaux avec un détachement philosophique. Il m'a regardé, puis les parents rassemblés avec leur téléphone, puis la télévision qui diffusait toujours la couverture médiatique. « Laissez-moi deviner », a-t-il dit sèchement. « Vous avez tous passé la soirée à dire à Rebecca qu'elle était un échec, et maintenant vous découvrez qu'elle a plus de succès que vous tous réunis. » Oncle Chin, a commencé papa. « Tais-toi. » Le vieil homme a agité la main avec dédain. « J'ai vu ça venir il y a 3 ans. » Rebecca a les yeux de sa grand-mère. Cette femme a reconstruit un village après la guerre avec rien d'autre que de la détermination et de l'intelligence. Je savais que Rebecca ferait quelque chose de similaire. Il s'est approché de moi, son visage buriné se plissant en un sourire. Personnalité de l'année. Ta grand-mère serait fière. Merci, oncle Chin. Bien que je soupçonne que le titre ne t'importe guère. Le titre aide à la collecte de fonds, ai-je admis. Les donateurs aiment soutenir les organisations primées. Donc, en ce sens, c'est utile. Il a ri, d'un son profond et grondant. Toujours pratique. Oui, tout comme ta grand-mère. Il s'est tourné vers la pièce. Vous voulez savoir pourquoi vous n'avez pas vu ça? Parce que vous regardiez Rebecca et voyiez vos propres définitions du succès. Vous vouliez qu'elle corresponde à votre compréhension de la réussite. Elle a refusé de se faire petite pour correspondre à votre vision limitée. Nous voulions juste qu'elle soit heureuse, a protesté faiblement maman. Elle est heureuse, a répondu oncle Chin, et elle est juste heureuse de faire des choses que vous n'avez pas assez valorisées pour les remarquer. Jessica était silencieuse depuis plusieurs minutes, parcourant article après article. Il y a des portraits de toi dans toutes les grandes publications. Forbes, Fortune, The Economist. Ils te qualifient tous de visionnaire. Ils me qualifient de ceux qui serrent leur récit, ai-je dit. Je ne suis pas une visionnaire. Je suis une résolveuse de problèmes, qui a réussi à résoudre un gros problème. Tu as été invité à prendre la parole au Forum économique mondial, a lu le cousin David. Tu as refusé 4 fois. Je confirme. Ces conférences sont des endroits où les gens parlent de résoudre des problèmes. Je préfère passer ce temps à les résoudre réellement. Tante Linda s'est approchée timidement. Rebecca, je dois m'excuser. J'ai été si condescendante, si présomptueuse. Vous étiez inquiète, les jeux interrompus. Mal avisée, mais inquiète. Je ne vous en veux pas mais je t'ai traité comme un cas social. C'est un cas social, est intervenu oncle Chin, juste pas celui que vous pensiez. Rebecca vous a fait la charité en ne vous embarrassant pas avec la vérité, jusqu'à ce que vous la forciez à le faire. La soirée s'est transformée en une étrange réception, où les parents qui m'avaient pris en pitié des heures plus tôt, essayaient maintenant de digérer leur choc. Certains se sont excusés abondamment. D'autres ont essayé de prétendre qu'ils avaient toujours su que j'étais destiné à la grandeur. Quelques-uns, comme oncle Chin, ont simplement accepté la révélation et sont passés à autre chose. Jessica m'a acculé dans la cuisine alors que je lavais enfin ses plats. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle commencé. Alors ne dis rien, ai-je suggéré doucement. J'ai construit toute mon identité autour du fait d'être la fille qui réussit. Et il s'avère que je n'arrive même pas à ta cheville. Nous ne sommes pas en compétition, Jessica. Ah non? N'était-ce pas tout l'enjeu de ce soir? Toi, me laissant me moquer de toi, laissant tout le monde te prendre en pitié, pour ensuite révéler que tu es la personnalité de l'année? Le but de ce soir, ai-je dit prudemment, était de dîner en famille.
L'annonce du Time a coïncidé avec la réunion. Je n'ai pas planifié de révélation dramatique. Mais tu aurais pu nous le dire avant. Tu aurais pu empêcher tout ça. Empêcher quoi? Que tu sois honnête sur tes opinions? Que tout le monde révèle comment il me voyait vraiment? J'ai séché une assiette lentement. Ce n'était pas une punition, Jessica. C'était juste la réalité. Tu pensais que j'étais un échec parce que c'est ce que tu avais besoin de penser pour te sentir réussi. Le fait que le magazine me nomme personnalité de l'année ne change pas qui j'ai été ces 3 dernières années. Ça change juste ta perception. Elle pleurait maintenant, son maquillage coulant. J'ai tellement honte. Ne le sois pas, sois curieuse à la place. Je lui ai tendu un torchon. Sois curieuse de savoir pourquoi tu avais besoin que je sois moins que toi. Sois curieuse de ce que le succès signifie réellement, au-delà des titres et des salaires. Sois curieuse de ce que tu pourrais manquer quand tu juges les gens sur les apparences. Comment peux-tu être si calme à ce sujet? Parce que je savais qui j'étais avant ce soir, et je saurai qui je suis demain. La validation externe ne change pas cela. Je l'ai regardé. Est-ce que ça te change, toi? Elle y a réfléchi. Je ne sais pas. Peut-être que ça devrait. Plus tard, alors que la réunion se terminait, divers parents se sont approchés avec des demandes. Pourrais-je les faire entrer à des événements exclusifs, les présenter à des personnes importantes, aider leur cause? J'ai esquivé poliment, offrant les contacts de la fondation pour des intérêts caritatifs légitimes, mais en maintenant des limites fermes. Maman m'a trouvé en train de mettre mon manteau pour partir. Ne pars pas encore, a-t-elle plaidé. Nous devons en parler correctement. Nous venons de le faire, pendant 3 heures. Mais je ne comprends toujours pas. Pourquoi nous cacher ça? Je ne l'ai pas caché, maman. C'était de l'information publique. Plusieurs articles, des discours, le site web de la fondation. Tout était là pour quiconque voulait regarder. Vous n'avez simplement jamais regardé, parce que vous aviez déjà décidé quelle était mon histoire. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste, ai-je dit, sans méchanceté. Vous vouliez que j'aie une carrière conventionnelle, dont vous pourriez vous vanter auprès des parents. Quand j'ai choisi différemment, vous avez cessé d'écouter. Vous n'êtes pas inhabituel en cela. La plupart des gens font la même chose. Papa nous a rejoints dans l'entrée. Et maintenant? Maintenant, je rentre chez moi, je prépare la vidéoconférence de demain avec le ministère de la Santé kényan, et je continue mon travail. Comme toujours. Mais tout a changé, a-t-il insisté. Rien n'a changé, sauf votre prise de conscience. Le travail se faisait avant ce soir. Il se fera après ce soir. Votre compréhension de celui-ci est sans importance pour son existence. C'est dur, Rebecca. C'est honnête. J'ai ouvert la porte. Vous êtes ma famille et je vous aime. Mais je ne peux pas vivre ma vie en cherchant votre approbation ou en craignant votre jugement. J'ai essayé ça pendant des années et c'était épuisant. Alors, j'ai arrêté. J'ai choisi le travail plutôt que votre confort. C'était le bon choix pour moi, et pour les 50 millions de personnes qui en ont bénéficié. Quand pourrons-nous te revoir, a demandé maman, la voix faible. À la prochaine réunion, probablement. Sauf s'il y a un anniversaire ou une fête. Mais nous voulons faire partie de ta vie. Vous faites partie de ma vie, ai-je dit doucement. Vous n'êtes simplement pas le centre. Le travail est le centre. Vous pouvez soit l'accepter et interagir avec qui je suis réellement, soit continuer à être déçu que je ne sois pas celle que vous vouliez que je sois. Dans tous les cas, je vous aimerai toujours, et je continuerai à faire le travail. Je les ai laissés dans l'embrasure de la porte, semblant plus petits, d'une certaine manière, qu'au début de la soirée. Oncle Chin m'a rattrapé à ma voiture. Tu as bien géré ça, a-t-il dit. Vraiment? J'ai l'impression d'avoir brisé quelque chose ce soir. Tu as brisé leurs illusions confortables. Elles avaient besoin d'être brisées. Il m'a tapoté l'épaule. Ta grand-mère disait, les gens qui t'aiment pour ce qu'ils pensent que tu es, auront du mal quand ils rencontreront la personne que tu es vraiment. Ce soir, ils t'ont rencontré. Laisse-leur le temps de s'adapter. Et s'ils ne s'adaptent pas, alors tu continues d'être qui tu es, et ils continuent d'être qui ils sont, et vous vous aimez depuis cette distance honnête. Il a souri. Ce n'est pas idéal, mais c'est réel, et le réel vaut mieux que le faux semblant.
Je suis rentré chez moi par des rues calmes, mon téléphone vibrant périodiquement de messages de parents, certains s'excusant, d'autres me félicitant, d'autres confus. Je leur répondrai éventuellement, à mon rythme, avec la même honnêteté patiente que j'avais montrée ce soir. Le travail continuerait. Il le faisait toujours. Demain, il y aurait des réunions sur le projet d'assainissement au Bangladesh, des demandes de subventions pour le programme d'accès aux soins en Inde rurale, et des données de suivi des systèmes d'eau en Éthiopie. Rien de tout cela ne changeait en fonction des couvertures de magazines ou des opinions familiales. Mais ce soir avait clarifié quelque chose que je soupçonnais depuis des années. La validation des autres était sans importance pour faire un travail significatif. Que ma famille comprenne ou approuve, que les magazines décernent des titres ou que les critiques rejettent les efforts, le travail existait indépendamment de tout ce bruit. 50 millions de personnes avaient de l'eau potable parce que j'avais choisi de résoudre un problème, plutôt que de gérer des perceptions. Cela resterait vrai, que le magazine Time me nomme personnalité de l'année ou que ma famille pense que je suis au chômage. Le travail était le but. Il l'avait toujours été. Tout le reste n'était que commentaire.